Monsieur le Président Alia, Monsieur le Président Agua, j'en oublie sûrement et je prie ceux que j'aurais omis de bien vouloir m'excuser. L'union est une chaîne d'union. Et dans cette chaîne d'union, chaque maillon est essentiel. Chaque maillon fait la force de l'ensemble. Messieurs les présidents, que je vous ai cités ou que j'ai oublié de vous citer, sachez que vous êtes tous essentiels. Et c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux que vous soyez tous ici présents. Je dis un grand merci aux représentants du corps diplomatique, aux délégations amies, venues tout spécialement d'Afrique, de France, d'Europe, d'Amérique et même d'Asie. Merci à vous, les médias. Votre présence à tous témoigne de l'intérêt tout particulier que vous portez à la démocratie béninoise. Merci à tous les responsables de l'Union fait la nation à différents niveaux, au comité d'organisation et à son dynamique président. Merci à vous, militants. Vous avez parfois parcouru une longue distance pour être ici. Vous êtes là depuis des heures et des heures. Merci pour votre mobilisation. Merci à toutes les femmes présentes. Il y a la mienne aussi qui est quelque part perdue dans la masse. Merci Adélaïde. Merci à toutes les femmes, dis-je. Merci à tous les jeunes et en particulier à nos jeunes ambassadeurs. Je dirais un merci tout spécial à tous les cadres béninois, membres et sympathisants de l'Union fait la nation. C'est dans la discrétion, mais avec beaucoup de détermination, que, aux fonctionnaires et aux cadres de tous les secteurs, vous avez organisé et débattu, épluché les dossiers dans des réunions, dans des colloques thématiques, dans des séminaires, à Cotonou et hors de Cotonou, au Bénin et hors du Bénin. Et vous avez élaboré ce qui est aujourd'hui notre projet de société et notre programme. Vous avez pris des risques pour le faire. Et comment parler de ces risques sans évoquer la disparition de notre camarade de lutte, Urbain Dagny-Faure, disparu au combat. Je dis disparu car nous n'avons pas renoncé à le retrouver et à le retrouver vivant. Libéré, 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 libéré. Merci, merci. Avant d'être mon discours d'investiture, ce discours est le vôtre. Ces choix stratégiques sont vos choix stratégiques. Merci encore une fois, nous sommes fiers de vous. Chers amis, ce discours aurait pu être un chapelet de critiques. Les sujets abondent et sont majeurs. La violation répétée des valeurs républicaines, la violation répétée de notre Constitution et l'instrumentalisation des institutions. Les décisions prises à l'emporte-pièce par démagogie, sans réflexion approfondie, qui ont déstructuré les finances et désorganisé notre économie. Les scandales qui, s'ils ne sont pas l'apanage de ce seul régime, n'en sont pas moins révoltants parce que sans égal par leur fréquence et par leur impact négatif sur l'équilibre social et économique de notre pays. Le scandale le plus scandaleux, le plus affligeant, le plus déshonorant est le scandale ICC qui frappe le peuple béninois en plein cœur. Nous continuerons à le dénoncer. Nous continuerons à demander que justice soit faite. Nous continuerons à demander la condamnation des coupables
et de leurs complices. Nous continuerons à demander le remboursement intégral des populations spoliées. Non, mes chers amis, ce discours ne sera pas un chapelet de critiques. Il sera un regard porté sur l'avenir du Bénin, le regard de l'UN. Il donnera la direction de l'UN et il annoncera quelques mesures. Mon ambition, mes chers amis, à 68 ans révolus, mon ambition est celle de tout père de famille, remettre de l'ordre dans les affaires, ensuite passer la main, remettre le pays sur les rails et passer le relais aux plus jeunes. Et je sais que d'ici à 2016, les jeunes auront appris, ils auront acquis plus d'expérience. Bref, ils connaîtront la maison. Je suis fier de notre jeunesse. J'ai confiance en elle. Elle est douée. Elle apprend vite. Elle sera prête au jour du rendez-vous. Merci pour les jeunes. Oui, ce soir, j'aurais aimé vous parler en tout premier lieu de ma vision, de la vision de l'UN. J'aurais aimé vous parler en tout premier lieu du Bénin tel que nous le voyons, tel que l'UN le voit, tel que nous allons le façonner pendant les 5 ans qui viennent, pendant les 10 ans qui viennent, pendant les 15 ans qui viennent, pendant les 20 ans qui viennent, pendant les 30 ans qui viennent, car l'UN est faite pour durer. Mais il y a plus urgent aujourd'hui. Et c'est par le plus urgent que je voudrais commencer. Chers amis, le Bénin que nous prendrons en main le 6 avril prochain est hélas, un Bénin menacé par la famine et la vie chère. C'est à cela que faisait allusion tout à l'heure le président Nicéphore Dieudonné Souglo quand il m'a dit « Oui, tu porteras le fardeau, il sera lourd, mais nous serons avec toi. » Famine et vie chère, pour des raisons simples à comprendre. Les inondations qui nous ont frappés, qui ont décimé nos cultures. Ces inondations ont aussi frappé les pays qui nous approvisionnent habituellement. Elles ont frappé tous les pays d'Afrique de l'Ouest, tous les pays asiatiques producteurs de céréales et l'Europe de l'Est. Et comme les périodes d'inondation sont toujours suivies par des périodes de sécheresse, ces pays qui nous approvisionnent vont garder pour leur population leur récolte. Les pays du Sahel vont devoir reconstituer leur stock stratégique. Et le 6 avril 2011, pour le Béninois moyen, manger risque donc d'être rare et cher. Je dirais même plus rare et plus cher, car il est déjà cher pour manger. Alors, chers amis, il nous faut anticiper. Les Béninois doivent pouvoir se nourrir et manger à leur faim. Le 6 avril 2011, ce sera notre priorité, la priorité des priorités. J'inviterai donc à une mobilisation générale contre la vie chère et mon gouvernement, soutenu par l'Union fait la nation et ses alliés, prendra les mesures adéquates. À cet effet, avec le concours des organisations professionnelles, syndicales et des travailleurs, nous allons organiser l'approvisionnement des villes et des campagnes en denrées de première nécessité. Durant cette période de soudure, les maraîchers et les producteurs de contre-saison recevront un soutien accru de l'État pour amener sur le marché
les vivres dont nous avons besoin. Ces mesures ne sont pas exhaustives, mais nous ferons tout, je dis bien tout, pour éviter à notre pays le drame de la famine qui pointe à l'horizon. Et comme nous sommes encore à 3 mois du 6 avril, je voudrais exhorter ceux qui nous gouvernent encore pour 3 mois. Je voudrais les exhorter à ne pas attendre le 6 avril. Ils doivent commencer à prendre les mesures que nous venons de citer, car en avril, ce sera peut-être un peu tard. Ces actions, marquées du sceau de l'urgence, préfigurent déjà ce que sera notre politique agricole. Elle tient en peu de mots: produire davantage pour notre sécurité alimentaire d'abord. Pour cela, nous allons moderniser l'agriculture familiale par une vraie mécanisation. Une mécanisation planifiée, organisée et surtout pensée par les utilisateurs eux-mêmes. Mon administration n'achètera pas de tracteurs. Elle aidera chaque producteur à acheter son tracteur. Chaque groupement de paysans à acheter son tracteur et les équipements dont il a besoin pour mieux produire compte tenu de la nature de son sol. Produire davantage pour exporter davantage. Le marché existe. Nos voisins ont besoin de denrées alimentaires et c'est souvent qu'ils les importent de loin. Le monde a besoin de coton, le monde a besoin de noix de cajou, le monde a besoin de produits de palmier à huile, de notre qualité. Mieux, je prendrai donc des mesures qui encouragent ceux qui transforment nos produits, ceux qui se battent pour marquer notre présence sur le marché international. À l'appui de leurs efforts, ils bénéficieront des concours d'une véritable banque agricole et d'un système d'assurance contre les calamités naturelles et les autres risques. Une loi d'orientation consacrera le consensus national en matière de développement agricole. Fruit d'un long débat que j'organiserai dans tout le pays, ce texte évitera les improvisations et situera chaque acteur sur son rôle. Avec cette visibilité, à long terme, les investisseurs pourront créer des emplois dans l'agriculture en y organisant de véritables unités agro-industrielles. Pour me résumer, je dirais que nous voulons une agriculture moderne, axée sur la nécessité de nourrir les Béninois, mais aussi axée sur la nécessité de nourrir les populations de la sous-région. Une agriculture qui nous permette de soutenir notre ambition d'exporter, mais aussi de transformer notre coton, notre ananas, nos acajou, nos produits de palmeraie. Voilà, chers amis, ce que nous allons faire. Mais en vous parlant de notre politique agricole, je vous parle déjà de ma vision, de notre vision. Le Bénin dont nous hériterons le 6 avril 2011, grâce au gouvernement du changement, a perdu tous ses repères. Notre pays est à genoux. Ses filles et ses fils sont divisés plus que jamais. Ses filles et ses fils sont plus pauvres que jamais. Ses filles et ses fils sont dans le désespoir et sa jeunesse voit son horizon bouché. Mais nous savons qu'à plusieurs reprises, notre peuple a déchiré le voile de l'obscurité pour faire jaillir la lumière de l'espérance. À l'étonnement de ce monde tout entier, notre peuple a relevé des défis que l'on croyait impossibles. Je suis donc convaincu que notre peuple peut bâtir un Bénin qui ressemble aux Béninoises et aux Béninois.
Un Bénin ancré dans ses valeurs de courage, de dévouement, de clairvoyance et d'intelligence. Un Bénin apaisé et prospère grâce à l'action concertée de l'État, du secteur privé et des collectivités locales. Un Bénin acteur reconnu, apprécié dans le monde entier, avec des Béninois fiers et dignes. Chers amis, c'est à cette exaltante tâche que je vous invite tous. Un Bénin dans lequel les Béninois ont tous accès aux soins de santé, reçoivent une éducation appropriée et contribuent pleinement à leur épanouissement personnel, au développement de leur pays et à la marche du monde. Un Bénin enfin où la gestion des solidarités permet de former une nation unie, le tout dans un environnement de démocratie, de liberté renforcée, de paix et de concorde nationale. Dans ma vision, le premier rôle appartient à l'État, car le budget, la politique budgétaire et la bonne santé des finances publiques constituent le principal outil de développement. Oui, l'État doit jouer le premier rôle dans une économie comme la nôtre. C'est son rôle, c'est le chemin qu'ont suivi les pays qui ont réussi à sortir de la misère et de la marginalisation. Leurs équipes dirigeantes ont compris que si le secteur privé est indispensable pour créer les richesses, ces actions doivent toujours être orientées et encadrées par l'État. C'est lui, l'État, que nous avons chargé de définir et de garantir nos intérêts communs. Il est le plus grand employeur de notre pays. Il est le plus gros client des entreprises. S'il ne paye pas ses dettes, tout le monde étouffe et certaines unités vont disparaître. Je veux par conséquent restaurer la crédibilité de l'État par une saine gestion des finances publiques. Je veux bannir les ordres de paiement qui contournent les procédures normales. Je veux limiter les marchés de gré à gré au profit des copains et des coquins. Je veux supprimer ou en tout cas limiter les exonérations qui sont source de corruption. À force d'annoncer sur chaque chantier des milliards de dépenses, le régime du changement a vidé les caisses